alors que ma fille de 7 ans mettait la table pour Noël, ma sœur a lancé un direct sur Facebook, et elle a dit « Regardez tout le monde, ce que je vais faire à l'enfant de cette perdante ». Elle a attrapé des ciseaux, elle a coupé les cheveux de ma fille, et quand la petite a commencé à pleurer, elle l'a aspergé de parfum, partout, avant d'y mettre le feu. Ma fille s'est embrassée, tandis que ma sœur riait de façon hystérique, et mes parents, eux aussi, restaient là à rire. À l'instant même où je suis entré dans la pièce, et que j'ai vu mon enfant en flammes, ses cheveux disparus, sa peau brûlante, je me suis précipité pour éteindre le feu, en hurlant d'horreur après eux. J'ai immédiatement appelé les secours, et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à me supplier, en disant que ma sœur s'amusait, tout simplement. Je les ai regardés froidement, et je leur ai dit, ça ne s'arrêtera pas là. J'ai pris ma fille, et je suis parti. Le lendemain, lorsqu'ils ont ouvert leur porte, ils se sont effondrés au sol. L'odeur du pain d'épices aurait dû être le souvenir le plus marquant de ce réveillon de Noël. Au lieu de cela, l'odeur acide des cheveux brûlés, et celle du tissu synthétique en train de fondre, se sont gravées à jamais dans ma conscience, remplaçant chaque souvenir joyeux de vacances que j'avais pu posséder. Ma fille, Grace, était si excitée à l'idée d'aider aux préparatifs du dîner. À 7 ans, elle prenait ses responsabilités très au sérieux, plaçant avec soin chaque fourchette, et chaque couteau, en parfait alignement sur la table en acajou de mes parents. Ses boucles blondes rebondissaient à chaque mouvement, alors qu'elle fredonnait, douce nuit, à voix basse. J'étais passé en cuisine pour surveiller le rôti, quand la voix de Mélissa a percé cette atmosphère paisible. Ma jeune sœur avait toujours eu un penchant pour le drame, mais ce soir-là, son ton portait quelque chose de plus sombre. Depuis mon divorce avec Roger, 2 ans plus tôt, Grace et moi nous étions rapprochés de ma famille, une décision que j'allais bientôt regretter pour le reste de ma vie. Et, tout le monde, regardez ça. Le rire strident de Melissa Coleman résonna depuis la salle à manger, alors qu'elle brandissait son téléphone. La notification du direct Facebook montrera plus tard qu'elle avait rassemblé plus de 200 spectateurs en quelques secondes. Regardez ce que je vais faire à l'enfant de cette perdante. La voix confuse de Grace me parvint à travers la porte. Tata Melissa, qu'est-ce que tu fais? Le bruit métallique des ciseaux coupant les cheveux fit glacer mon sang. Le temps que mes jambes me portent à l'entrée de la salle à manger, des morceaux des magnifiques cheveux d'or de Grace jonchaient déjà le sol, comme des feuilles d'automne tombées. Arrête de bouger, petite peste, s'esclaffa Mélissa, maniant les ciseaux avec une précision maniaque. Les sanglots de Grace remplirent la pièce, tandis que d'autres mèches tombaient, laissant des zones inégales et déchiquetées sur sa petite tête. Ma mère, Patricia Coleman, se tenait près du buffet, son verre de vin levé dans un simulacre de toast, tout en ricanant. Mon père, Kenneth Coleman, était appuyé contre le cadre de la porte, les épaules secouées par le rire. Et maintenant, le grand final, annonça Mélissa à son public en ligne. Elle saisit un flacon de parfum ornementé sur le buffet, le Chanel numéro 5 vintage que ma grand-mère avait laissé à ma mère. Le flacon de cristal accrocha la lumière, alors que Mélissa aspergeait ma fille terrifiée. Grace toussa, s'étouffa, tandis que le parfum chargé d'alcool imbibait sa robe de fête, dont le velours rouge s'assombrissait à chaque vaporisation. Le temps se comprima en un seul instant horrifiant, lorsque Mélissa fit claquer son briquet. La petite flamme toucha la robe imbibée de graisse, et soudain, mon bébé fut enveloppé dans un éclair de flamme bleue. L'alcool du parfum créa un feu féroce, mais bref, qui enflamma le tissu de velours en dessous. Des flammes oranges commencèrent à consumer la robe, alors que l'éclair initial d'alcool s'apaisait, se propageant sur le tissu et léchant ses cheveux fraîchement tondus. Ces cris me transpercèrent comme des lames physiques. Le rire de mes parents atteignit un sommet, alors que Grace se débattait désespérément, essayant d'échapper au feu qui rongeait ses vêtements et sa peau. Mélissa tenait son téléphone bien droit, commentant la scène pour son public Facebook, avec une joie dérangeante. L'instinct maternel l'emporta sur le choc. J'ai saisi la lourde nappe, en voyant la porcelaine s'écraser au sol, et je l'ai enroulée autour du corps brûlant de Grace. Les flammes luttaient contre mes efforts, mais je les fais rouler sur le tapis, étouffant le feu avec mon propre corps quand c'était nécessaire. Sa peau commençait déjà à se cloquer. L'odeur de la chair carbonisée, mêlée aux cheveux roussis et au tissu fondu, créait un cocktail nauséabond qui me souleva le cœur. Les cris de Grace s'étaient transformés en gémissements, son petit corps tremblant violemment dans mes bras. « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Ces mots furent arrachés de ma gorge, alors que je berçais mon enfant blessé. Mélissa abaissa son téléphone, réalisant soudain que sa plaisanterie avait basculé dans le domaine criminel. « Oh, allez, Nathalie.
On s'amusait juste un peu. Elle va bien. On s'amusait? J'ai tâtonné pour trouver mon téléphone, tout en maintenant une pression sur les blessures de graisse. Tu as mis le feu à mon enfant. Mes doigts tremblaient pendant que je composais le 911. La voix calme de l'opératrice manquera dans la réalité, tandis que je signalais l'agression, indiquant notre position et l'état de graisse. En quelques minutes, les sirènes hurlèrent au loin. Raccroche ce téléphone, ordonna mon père, son rire s'étant enfin calmé. Inutile d'impliquer des étrangers dans une affaire de famille. De famille? Je le regardais avec incrédulité. Tu as regardé ta petite fille brûler. Ma mère posa son verre de vin, avec un soin délibéré. Nathalie, tu réagis de façon excessive. Mélissa ne pensait pas à mal. Dis-leur que c'était un accident. Elle l'a diffusé en direct. J'ai serré Grace plus fort, alors qu'elle gémissait de douleur. Des centaines de personnes l'ont regardé faire ça délibérément. Le visage de Mélissa s'était vidé de toute couleur. Supprime la vidéo, chuchota TL frénétiquement, en tapotant l'écran de son téléphone. Pourquoi elle ne s'efface pas? Les ambulanciers firent irruption par la porte d'entrée, suivis de près par des policiers. Ils prirent immédiatement les choses en main, transférant avec précaution Grace sur un brancard, tout en documentant ses blessures. L'odeur de l'antiseptique masquait à peine la puanteur de la chair brûlée pendant qu'il travaillait. « Madame, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé ?» L'officier Rodriguez gardait une voix douce, mais professionnelle. J'ai raconté les événements, pendant que les secouristes stabilisaient Grace. Chaque détail me donnait l'impression d'avaler du verre pilé, les ciseaux, le parfum, ce moment terrible où la flamme a rencontré la chair. Elle ment, intervint Mélissa. C'était un accident. Dis-leur, maman. Ma mère s'avança, après avoir posé son verre de vin avec des mains tremblantes. Messieurs, c'est juste un malentendu. Les enfants se blessent parfois. Inutile d'en faire une affaire d'État. Madame, nous allons avoir besoin de ce téléphone. L'officier Rodriguez s'adressa à Mélissa. Si vous avez diffusé cet incident en direct, c'est une preuve. Je l'ai supprimé. Mélissa serra son téléphone contre elle, de façon protectrice. La police scientifique peut récupérer des fichiers supprimés, l'informa l'officier. Je vous suggère de coopérer. Les ambulanciers s'apprêtèrent à transporter Grace, sa petite silhouette semblant minuscule au milieu de l'équipement médical. Nous devons y aller maintenant, me dit l'un d'eux. Elle a des brûlures au 2e et 3e degré. Chaque seconde compte. Je suis monté dans l'ambulance, m'arrêtant un instant sur le seuil pour jeter un dernier regard à ma famille. Ils s'étaient regroupés, leurs visages révélant les premières fissures de peur sous leurs masques insensibles. Ça ne s'arrêtera pas là, ai-je dit calmement. Mes mots portaient le poids d'un serment de sang. L'hôpital devint mon monde pour les 3 semaines suivantes. Grace subit une opération d'urgence pour parer les tissus brûlés, et prévenir l'infection. Les médecins parlaient avec des tons posés de greffe de peau, de rééducation physique, et de traumatisme psychologique. Chaque mot résonnait comme une nouvelle accusation contre mon échec à l'avoir protégée. Le docteur Patel, le spécialiste des brûlés, avait été honnête dès le début. Madame Coleman, votre fille présente des brûlures sur 30% de son corps. Les zones où le parfum s'est concentré sont les plus touchées des brûlures au 3e degré qui ont endommagé toutes les couches de la peau. Son cuir chevelu, là où ses cheveux ont été coupés et brûlés, nécessitera plusieurs greffes. Est-ce que ses cheveux repousseront? Une question si superficielle face à la survie, mais je savais que cela compterait pour Grace. Dans les zones de brûlure au 2e degré, oui. Dans les sections au 3e degré, il hésita. Nous ferons de notre mieux avec les greffes, mais il y aura des cicatrices permanentes. La première nuit, j'avais été autorisé à rester dans la chambre de Grace. Elle oscillait entre conscience et inconscience, lourdement sédatée, mais gémissant toujours. Chaque petit son brisait un peu plus mon cœur. Les infirmières passaient toutes les heures, vérifiant les signes vitaux et ajustant les médicaments. L'une d'elles, une femme aimable nommée Sarah, m'apporta du café et une couverture vers 3 heures du matin. J'ai vu la vidéo, chuchota TL, les yeux brillants de larmes contenues, avant qu'il ne la retire. J'ai une fille de son âge. Je n'arrive pas à imaginer. S'il vous plaît, ne le faites pas, dis-je doucement. Je ne peux pas en parler. Pas encore. Sarah hocha la tête, et me pressa l'épaule avant de reprendre sa tournée.
L'unité de soins intensifs bourdonnait d'une vie mécanique, les respirateurs qui soufflaient, les moniteurs qui bipaient, et les pas feutrés du personnel médical luttant contre la mort, minute après minute. Au matin, l'histoire avait explosé sur les réseaux sociaux. Le mot dièse justice pour Grace était en tendance nationale. La vidéo, malgré les tentatives de Facebook pour la supprimer, avait été enregistrée et partagée des milliers de fois. Les commentaires affluaient, certains de soutien, d'autres d'une cruauté hideuse. J'ai éteint mon téléphone, incapable de gérer la réaction de la foule numérique, alors que ma fille luttait pour sa vie. Mon ex-mari, Roger, arriva le 2e jour, après avoir pris un vol depuis Denver. Il avait l'air épuisé, ses vêtements d'affaires d'ordinaire impeccables étaient froissés par le vol de nuit. « Comment va-t-elle » Sa voix se brisa. « Et ne me cache rien, Nat. J'ai besoin de savoir. » J'ai récité les faits médicaux comme une prière, pourcentage de brûlure, degré des dommages, intervention chirurgicale, durée de rétablissement prévue. Les mots sonnaient creux, incapables de capturer la réalité de notre petite fille enveloppée dans de la gaze, et reliée à une douzaine de machines. Où sont-ils? Les mains de Roger se serrèrent en poing. Ta famille. Où sont-ils? En détention. Du moins Mélissa. Mes parents ont payé une caution énorme, un demi-million chacun. Leur avocat a réussi à obtenir une assignation à résidence malgré la gravité des faits. Ils sont sortis? Après ce qu'ils ont fait? Sa voix s'éleva, attirant les regards du personnel infirmier. L'argent dirige tout. Ils ont liquidé des placements pour payer la caution. L'injustice me brûlait la gorge. Assignation à résidence avec bracelet électronique jusqu'au procès. Roger faisait les 100 pas dans la petite salle d'attente, comme un prédateur en cage. Je ne les ai jamais aimés, tu le sais. Mais je n'aurais jamais pensé. Mon Dieu, Nathalie, ils l'ont regardé brûler. Tes propres parents. Je sais. Que pouvais-je dire d'autre? Comment expliquer une trahison si fondamentale qu'elle avait reconfiguré ma compréhension de la nature humaine? Le détective Chen vint nous voir le 2e jour, avec une expression grave. Nous avons récupéré la vidéo sur le téléphone de votre sœur, et sur les serveurs de Facebook. Elle est difficile à regarder. Combien de personnes l'ont vue? Demandai-je, bien que je redoute la réponse. Le direct avait plus de 3,000 spectateurs avant que Facebook ne le retire, mais des copies circulent sur d'autres plateformes. Elle marqua une pause. Le procureur veut mener cette affaire de manière agressive. Maltraitance d'enfants, agression avec arme mortelle, tentative de meurtre. Votre sœur risque des peines très lourdes. Et mes parents? Complices. Ils n'ont fait aucun effort pour arrêter l'attaque, et l'ont activement encouragée. La mâchoire de Chen se crispa. J'ai vu beaucoup de choses dans ma carrière, mais voir des grands-parents rire alors que leur petite fille brûle. C'est un nouveau sommet dans l'ignominie. Grace s'agita dans son lit d'hôpital, gémissant alors que l'effet des analgésiques se dissipait. Les bandages couvrant sa tête et ses bras la faisaient ressembler à une minuscule momie. Les médecins avaient sauvé sa vie, mais les cicatrices physiques et émotionnelles duraient pour toujours. Maman, sa voix n'était plus qu'un rap. Pourquoi tata Mélissa m'a fait du mal? J'ai caressé la partie non bandée de son front, cherchant des mots capables d'expliquer une telle cruauté à une enfant de 7 ans. Certaines personnes sont brisées à l'intérieur, ma chérie. Ce n'est pas de ta faute. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? J'ai été méchante? Non, mon bébé. Tu étais parfaite. Tu mettais juste la table, comme je te l'avais demandé. Les larmes me brûlaient les yeux. Tout cela est de leur faute, à eux seuls. Mon téléphone vibra avec un autre SMS de ma mère. J'avais bloqué leur numéro, mais ils trouvaient des moyens de contourner le blocage utilisant les téléphones d'amis, ou créant de nouveaux comptes sur les réseaux sociaux. Les messages alternaient entre la culpabilisation et les menaces, exigeant que je retire les plaintes, et affirmant que j'étais en train de détruire la famille. Tu as tourné le dos à ton propre sang, disait un message. La famille pardonne à la famille. Arrête ces bêtises avant de le regretter. Un autre de mon père, as-tu la moindre idée de ce que tu fais à notre réputation? 40 ans à bâtir notre nom dans cette communauté, détruit par ta réaction excessive. Même leurs amis se joignirent à la campagne de harcèlement. Des gens que je connaissais depuis l'enfance m'envoyaient des messages me traitant de vindicative, de dramatique, et de personne cherchant l'attention.
Une femme du club de lecture de ma mère suggéra que j'utilisais les blessures de Grèce pour obtenir de la sympathie, et probablement de l'argent. Le groupe du club de golf de mon père sous-entendit que j'avais tout mis en scène pour intenter un procès. Chaque message était ressenti comme une nouvelle trahison. Ces gens m'avaient vu grandir, avaient assisté à mon mariage, et célébré la naissance de Grèce. Maintenant, ils se ralliaient à mes parents, préférant leur dîner du samedi soir à la justice pour un enfant brûlé. Mon avocate, Janet Morrison, m'avait conseillé de tout documenter. Garder chaque SMS, chaque email, chaque publication sur les réseaux sociaux. Ce harcèlement jouera en notre faveur lors du prononcé de la sentence. En supposant qu'ils soient condamnés, dis-je amèrement. Ils le seront. La confiance de Janet ne faiblissait jamais. Cette vidéo est accablante. Aucun jury ne regardera un enfant se faire immoler sans condamner. Mais nous devons nous préparer à leur stratégie de défense, qui sera axée sur la santé mentale pour votre sœur. Elle a déjà subi une évaluation psychiatrique. Son avocat plaidera probablement l'altération du discernement, ou une folie passagère causée par le stress des fêtes et l'alcool. Elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle l'a annoncé à son public. Je sais, mais ils essaieront. Quant à vos parents, leur avocat pousse fort sur l'angle du témoin passif. Ils prétendront avoir été sous le choc, ou paralysés qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont ri. Le souvenir de leur amusement me brûlait plus fort que n'importe quelle flamme. Ils ont porté un toast pendant qu'elle brûlait. La mâchoire de Janet se serra. La vidéo a capturé cela aussi. Croyez-moi, Nathalie, ils ne s'en sortiront pas comme ça. Mais le doute me rongeait, alors que je regardais Grèce subir ses soins quotidiens. Les infirmières devaient débrider les tissus morts, un processus si douloureux que même une forte sédation ne pouvait masquer totalement son agonie. Elle hurlait derrière les portes closes de la salle de soins, tandis que j'attendais dehors, mes ongles creusant des croissants de lune dans mes paumes. Le docteur Patel sortit après une séance particulièrement difficile, sa blouse humide de sueur. C'est une battante. Beaucoup d'adultes ne supporteraient pas ce qu'elle endure. Combien de fois encore, demandai-je, bien que je redoute la réponse. Tous les jours pendant au moins une semaine, puis tous les 2 jours au fur et à mesure de la guérison. Les greffes viendront après cela, probablement 3 opérations au minimum. Et ce n'était que la guérison physique. Il n'avait pas besoin de s'étendre sur la composante psychologique. Grèce avait déjà commencé à montrer des signes de traumatisme, des terreurs nocturnes qui laissaient ses draps trempés de sueur, des crises de panique déclenchées par certaines odeurs, et une peur profonde de quiconque s'approchait d'elle avec un objet à la main. La psychologue pour enfants de l'hôpital, le docteur Martinez, avait commencé des visites quotidiennes. Les enfants traitent le traumatisme différemment des adultes. Le cerveau de Grèce essaie de donner un sens à quelque chose d'insensé. Pourquoi des gens qui prétendent l'aimer lui ont-ils fait du mal? C'est une trahison fondamentale de la confiance qui prendra des années à guérir. Elle mettait juste la table, répétais-je pour la 100e fois. Elle était juste une enfant serviable le soir du réveillon. La logique ne s'applique pas au traitement d'un traumatisme. Dans l'esprit de Grèce, il doit y avoir une raison. Les enfants ont besoin que le monde soit cohérent, qu'il y ait une cause et un effet. La cruauté gratuite est trop terrifiante à accepter. 3 semaines après Noël, j'ai enfin pu emmener Grèce dans un centre de soins de transition, bien que ce ne soit pas dans notre appartement. L'attention des médias avait rendu notre adresse publique, et des reporters campaient devant, espérant une déclaration. Un groupe de défense des victimes avait organisé un logement temporaire dans une suite d'hôtel, avec sécurité. Le trajet de l'hôpital à l'hôtel devint une épreuve en soi. Des reporters attendaient à chaque sortie, leur caméra prête à capturer la tragédie pour le journal du soir. La sécurité de l'hôpital forma un couloir de protection, mais les flashs explosaient tout de même comme des feux d'artifice sur notre passage. Nathalie, que pensez-vous du refus de caution pour votre sœur? Grèce aura-t-elle besoin d'autres chirurgies? Est-ce que vous blâmez vos parents? Est-il vrai que vous avez reçu des menaces de mort? Leurs questions nous bombardaient comme des pierres. Je protégeais du mieux que je pouvais la silhouette bandée de Grèce, son petit corps blotti contre le mien. Elle avait commencé à porter des lunettes de soleil non pas par coquetterie, mais parce que les lumières vives déclenchaient des crises de panique, et des flashbacks de l'étincelle du briquet de Mélissa. La suite d'hôtel ressemblait à un sanctuaire après ce chaos, 2 chambres, une kitchenette, et surtout, un garde de sécurité posté devant la porte. Le groupe de défense avait pensé à tout, des fournitures de soins pour brûlures adaptées aux enfants,
des vêtements doux qui n'irriteraient pas la peau en guérison, et même des jouets et des livres pour occuper une enfant de 7 ans traumatisée. C'est comme un petit appartement, observa Grace, en explorant prudemment les lieux. Le moindre mouvement lui faisait encore mal, tirant sur les tissus en cicatrisation et sur les greffes récentes. C'est notre espace de sécurité pour l'instant, l'assurai-je. Juste toi et moi, ma puce. Cette première nuit, elle se réveilla en hurlant. Rien d'inhabituel, les terreurs nocturnes avaient commencé à l'hôpital, mais cette fois, elle griffait ses bandages, convaincue qu'elle brûlait à nouveau. Ça brûle. Faites que ça s'arrête de brûler. Elle se débattait contre mon étreinte alors que je tentais de la calmer. Tu es en sécurité, Grace. Il n'y a pas de feu. C'est juste la guérison. Ton corps travaille dur pour aller mieux. Il fallut 1 heure pour la calmer, et 1 autre heure avant qu'elle ne retrouve assez de confiance pour se rendormir. Je l'ai tenue dans mes bras tout au long, fredonnant les berceuses que je lui chantais quand elle était bébé, avant que le monde ne nous montre son visage le plus cruel. Le lendemain matin, je reçus un appel de mon avocate, Janet Morrison. Nous devons discuter de la situation médiatique. L'histoire est devenue internationale. BBC, Al Jazeera, des agences de presse dont je n'avais jamais entendu parler. Tout le monde veut une exclusivité avec vous. Absolument pas. Grace a besoin d'intimité pour guérir. Je suis d'accord. Mais nous devrions envisager une déclaration unique, quelque chose pour satisfaire l'intérêt du public, et, avec un peu de chance, faire baisser la pression. Sinon, ils continueront à vous traquer. Nous avons rédigé quelque chose de simple, remerciement pour le soutien. Demande d'intimité. Confiance dans le système judiciaire. Janet le diffusa par son bureau, mais cela calma à peine le jeu. Au contraire, notre silence semblait nous rendre plus intrigantes pour les vautours qui tournaient autour de notre tragédie. Les réseaux sociaux étaient pires que les médias traditionnels. La vidéo, malgré les tentatives des plateformes pour l'effacer, continuait de vivre à travers des captures d'écran et des vidéos de réaction. Les gens disséquaient chaque seconde, analysant l'expression de Melissa, le rire de mes parents, et la terreur de Grace. Les théories du complot poussaient comme de mauvaises herbes, toute la famille était dans le coup. Abus rituel. Les grands laboratoires pharmaceutiques les auraient fait taire pour cacher des preuves de poison. La gamine l'avait probablement mérité, on ne connaît pas toute l'histoire. Cette dernière catégorie était celle qui faisait le plus mal des inconnus, remettant en question ce qu'une enfant de 7 ans aurait pu faire pour mériter d'être immolée. J'ai supprimé tous mes comptes sociaux, mais des amis m'envoyaient les pires commentaires, pensant que je devais savoir ce qui se disait. Le docteur Martinez, la psychologue, visitait l'hôtel 2 fois par semaine. Elle avait installé une station de thérapie par le jeu portative, utilisant des poupées et du matériel d'art pour aider Grace à traiter le traumatisme. Les enfants se blâment souvent pour la violence des adultes, expliqua-t-elle lors d'une séance pour parents. Grace demande sans cesse ce qu'elle a fait de mal, pourquoi sa tante l'a choisi. Il est crucial que nous renforcions l'idée que rien de ce qu'elle a fait, ou aurait pu faire, ne justifierait cette attaque. Elle mettait juste la table, dis-je pour la 100e fois. Elle était juste une enfant serviable le soir de Noël. La logique ne s'applique pas. Dans l'esprit de Grace, il doit y avoir une raison. Les enfants ont besoin d'un monde qui fait sens, de cause et d'effet. La cruauté aléatoire est trop terrifiante à accepter. La rééducation physique commença la 2e semaine. Un thérapeute mobile venait à l'hôtel, apportant du matériel pour aider Grace à retrouver sa mobilité. Les exercices étaient une agonie, étirer la peau qui guérit, et briser les tissus cicatriciels avant qu'ils ne se contractent et ne limitent ses mouvements. Je ne veux pas, sanglotait Grace, recroquevillée sur le canapé. Ça fait trop mal. Je sais, ma chérie. Mais si on ne fait pas les exercices, les cicatrices vont se raidir. Tu ne pourras plus bouger correctement. Je m'en fiche. J'ai déjà assez mal. Ces moments me brisaient. Forcer mon enfant à endurer plus de douleur, même pour son bien, me semblait être une autre trahison. Mais l'alternative à un handicap permanent ou une perte de fonction était pire. Le thérapeute, Marcus, travaillait avec des grands brûlés depuis 20 ans. Il savait exactement jusqu'où pousser, quand s'arrêter, et comment transformer les exercices en jeu. Lentement, douloureusement, Grace commença à progresser. « Tu es l'enfant la plus forte avec qui j'ai jamais travaillé », lui dit-il après une séance particulièrement difficile. La plupart des adultes n'ont pas ta détermination. Je ne me sens pas forte, admit Grace. J'ai tout le temps peur.
Être fort ne signifie pas ne pas avoir peur. Cela signifie faire ce qui doit être fait malgré la peur. Mon téléphone sonna alors que j'installais Grace dans son lit d'hôtel. Un numéro inconnu, mais quelque chose me poussa à répondre. Nathalie? La voix de Barbara, une amie de ma mère, semblait tendue. Je suis à l'hôpital avec tes parents et Mélissa. Il s'est passé quelque chose. Mon pouce accéléra. Quel genre de quelque chose? Ils se sont tous effondrés ce matin, quand ils ont essayé de quitter la maison. Les médecins ne comprennent pas ce qui ne va pas. Ils font des tests, mais, elle baissa la voix, ils sont dans un état grave. Vraiment grave. J'ai mis fin à l'appel sans répondre. Grace avait besoin que je lui lise une histoire, et cela passait avant tout ce qui avait pu arriver à ses agresseurs. Les aventures de la petite sirène semblaient bien plus importantes que le sort de personnes capables de regarder un enfant brûler. La nouvelle tomba le soir même, une famille locale hospitalisée dans des circonstances mystérieuses. Le reportage montrait la maison de mes parents bouclée par des rubans de signalisation de matières dangereuses, tandis que des enquêteurs en combinaison de protection prélevaient des échantillons. Les voisins décrivaient les avoir vus sortir tous les trois de la maison, avant de s'effondrer sur la pelouse, pris de convulsions et écumant à la bouche. Mon avocate appela en quelques minutes. Nathalie, où étiez-vous ce matin? À l'hôtel avec Grace. Les caméras de sécurité le confirmeront. Pourquoi? La police pourrait avoir des questions. Votre famille a ingéré quelque chose de toxique. Ils ne savent pas encore quoi. Étant donné les circonstances de l'attaque contre votre fille. Elle laissa la sous-entendue planer. Vous pensez qu'ils vont me soupçonner? J'avais un mobile, mais vous avez aussi un alibi. Soyez simplement prête. 2 détectives arrivèrent à l'hôtel cet après-midi-là. Le détective Norris, un vétéran aux yeux doux et aux tempes grises, menait l'interrogatoire pendant que son jeune partenaire, le détective Singh, prenait des notes. Madame Coleman, nous devons établir votre emploi du temps pour les dernières 72 heures, commença doucement Norris. Je leur ai détaillé chaque instant, les registres de sécurité de l'hôtel, l'horaire des médicaments de Grace qui exigeait ma présence toutes les 4 heures, les infirmières qui pouvaient attester que je n'avais pas quitté son côté, et les reçus du service d'étage horodatés chaque jour. Je n'ai pas quitté cet hôtel, sauf pour emmener Grace à ses rendez-vous de soins pour ses brûlures, dis-je fermement. Et nous avons un chauffeur des services aux victimes qui peut confirmer ces trajets. Le détective Singh leva les yeux de ses notes. Avez-vous une idée de qui pourrait vouloir du mal à votre famille? À part chaque être humain décent qui a vu cette vidéo? Les mots m'échappèrent avant que je puisse les retenir. L'expression de Norris resta neutre. Nous devons explorer toutes les possibilités. Votre sœur avait un nombre important d'abonnés sur les réseaux sociaux. Parfois, le harcèlement en ligne dégénère en violence réelle. Elle avait plus de 50,000 abonnés, confirmai-je. Elle essayait de devenir influenceuse. Contenu lifestyle, canular. Je manquais de m'étouffer sur ce mot. Bien que je doute qu'elle obtienne des contrats de marque depuis une cellule de prison. À propos du poison, intervint Singh. Les tests préliminaires montrent que c'est quelque chose d'exotique. Pas une substance que l'on trouve dans un magasin de bricolage. Cela a nécessité des connaissances spécialisées, et un accès particulier. Je ne saurais même pas par où commencer pour trouver quelque chose comme ça, dis-je honnêtement. Je suis graphiste, pas chimiste. Ils me questionnèrent pendant une autre heure, abordant l'histoire de ma famille, les menaces que j'avais reçues, et les ennemis possibles. J'ai répondu franchement. Les menaces provenaient toutes des partisans de ma famille, et n'étaient pas dirigées contre eux. Si le public en ligne voulait la tête de Mélissa sur un pic, c'était bien tout. 2 semaines après l'attaque, j'étais assise avec Grace pendant qu'elle picorait son dîner. Les analgésiques lui coupaient l'appétit, mais la nutritionniste insistait sur le fait qu'elle avait besoin de calories pour cicatriser. Maman, est-ce que mamie et papy sont malades? Elle avait surpris des fragments de conversation, son esprit de 7 ans essayant de recomposer le chaos du monde des adultes. Oui, mon bébé. Ils sont très malades. C'est à cause de ce qu'ils m'ont fait? Les enfants ont le don d'aller droit au but. Je ne sais pas pourquoi ils sont malades. Parfois, les gens tombent malades, c'est tout. Jenny à l'école dit que c'est le karma. Grace poussait des petits pois dans son assiette. Elle dit que quand on fait de mauvaises choses, il nous arrive de mauvaises choses. Qu'est-ce que tu en penses?
Elle considéra cela avec le sérieux que les enfants réservent aux grandes questions de la vie. Je pense que je ne veux pas que quiconque souffre. Même s'ils m'ont fait du mal, souffrir est horrible. Ma gorge se serra. Même après tout cela, elle gardait un cœur pur. Ils avaient brûlé son corps, mais n'avaient pas touché son âme. Tu es une meilleure personne que la plupart des gens, Grace Elizabeth Coleman. Est-ce qu'ils vont s'en sortir? J'ai choisi mes mots avec soin. Je ne sais pas, ma chérie. Il faudra attendre et voir. L'enquête se déroula au cours des semaines suivantes comme une catastrophe au ralenti. Les toxicologues trouvèrent des traces d'un poison exotique dans le sang de ma famille, une substance dérivée du rare mançonnier qui causait paralysie, défaillance d'organes, et une douleur atroce. La substance avait été introduite par le système de ventilation de leur maison, garantissant qu'ils l'inhaleraient dès qu'ils ouvriraient leurs portes. Melissa mourut la première. Le public du direct qui l'avait regardé torturer Grace assistait maintenant à ces derniers instants à travers la couverture médiatique, et des images de l'hôpital ayant fuité. L'ironie n'échappa à personne. Mon père suivit 2 jours plus tard, son corps incapable de lutter contre les effets du poison malgré un traitement agressif. Ma mère resta entre la vie et la mort pendant encore une semaine, consciente mais incapable de parler ou de bouger, piégée dans un corps défaillant alors que des machines la maintenaient en vie. Je lui ai rendu visite une fois. La luminosité stérile de l'unité de soins intensifs mettait en évidence chaque tube, et chaque fil, qui la maintenait rattachée à la vie. Ses yeux suivirent mes mouvements alors que je m'approchais, écarquillé par ce qui aurait pu être de la peur ou du regret. Les infirmières m'avaient prévenu de son état, paralysie complète à partir du cou, insuffisance respiratoire nécessitant une ventilation mécanique, et défaillance des reins et du foie. Le poison exotique avait été particulièrement cruel, laissant l'esprit intact pendant que le corps se désintégrait. J'ai approché la chaise de visiteur assez près pour qu'elle puisse me voir clairement. Ses yeux, les mêmes yeux noisettes que j'avais hérités, s'agitaient frénétiquement, les pupilles dilatées par les médicaments et la terreur. « Bonjour, maman. » Des larmes s'écoulèrent du coin de ses yeux, coulant le long de ses tempes vers ses cheveux gris qui avaient perdu leur perfection habituelle. Le respirateur sifflait de manière rythmique, respirant pour des poumons qui avaient oublié comment faire. « Les médecins disent que tu peux m'entendre, dis-je calmement, m'installant sur la chaise. Alors, je veux que tu saches quelque chose. Grace va s'en sortir. Elle aura des opérations, de la thérapie, et des années de rétablissement devant elle, mais elle survivra. Elle est plus forte que tu ne l'as jamais été. » Les yeux de ma mère se remplirent de larmes qui n'avaient nulle part où aller. « Veux-tu savoir ce qu'elle m'a demandé hier? Elle a demandé si tu étais malade à cause de ce que tu lui as fait. » Une enfant de 7 ans, essayant de comprendre le karma, la cause et l'effet, et la justice. Je me penchai légèrement en avant. Je lui ai dit, parfois, les gens tombent malades, tout simplement. Parce que contrairement à toi, je n'empoisonnerai pas le cœur de ma fille avec la vérité sur sa propre famille. Le rythme du moniteur cardiaque s'accéléra, les alarmes commençant à tinter doucement alors que ses constantes grimpaient. Tu as ri, continuai-je, ma voix restant stable malgré la tempête intérieure. Tu as levé ton verre pendant que ta petite fille hurlait. Tu as choisi la cruauté plutôt que la compassion, et tu t'es rangé du côté du mal plutôt que de l'innocence. Et maintenant, tu paies pour ce choix. Ses yeux s'élancèrent vers la porte, espérant peut-être un secours, ou que quelqu'un m'empêche de continuer. Mais le personnel des soins intensifs avait vu la vidéo. Ils accomplissaient leurs devoirs médicaux avec un détachement professionnel, mais personne ne se précipitait pour réconforter Patricia Coleman. 40 ans, dis-je doucement. Pendant 40 ans, j'ai cru que tu m'aimais. Malgré ta froideur, tes critiques, et ton désaccord constant, je te cherchais des excuses. C'est juste comme ça qu'elle a été élevée. C'est sa génération. Elle montre son amour différemment. Mais l'amour ne rit pas devant des enfants qui brûlent. L'amour ne porte pas de toast à la souffrance. Encore des larmes. Le respirateur sifflait plus vite, essayant de suivre le rythme de son corps en pleine panique. Je ne t'ai pas empoisonné, précisai-je clairement. Je veux que tu le saches. J'étais avec Grace à chaque instant, étant la mère que tu n'as jamais été. Mais je ne te pleurais pas non plus. Tu as tué quelque chose en moi cette nuit-là, la partie qui croyait encore que la famille signifiait protection, et que les parents aiment naturellement leurs enfants. Tu m'as appris que les monstres portent des visages familiers. Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. Madame Coleman, je suis désolé,
mais ces constantes deviennent instables. Peut-être devriez-vous. J'ai presque fini. Je me suis levé, regardant de haut la femme qui m'avait donné la vie, mais qui avait regardé avec joie celle de sa petite fille être presque fauchée. Veux-tu savoir le pire? Grace t'a pardonné. Sans y être poussée, sans comprendre toute l'étendue de ta cruauté, elle t'a pardonné. Parce que c'est ce qu'elle est pure et bonne d'une manière que tu n'as jamais été. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai marqué une pause, me retournant une dernière fois. La police enquête. Le FBI est impliqué. Ils appellent ça un assassinat. Professionnel et intraçable. Quiconque a fait ça voulait que vous souffriez. Ils ont réussi. Les yeux de ma mère se révulsèrent alors que des convulsions la saisissaient, son corps tressautant contre ses attaches. Les alarmes hurlèrent tandis que les infirmières se précipitaient, me dépassant pour stabiliser leur patiente. Y a-t-il quelque chose que vous voulez que je lui dise? Demanda une infirmière, d'un ton professionnellement neutre. Si elle se stabilise, dites-lui que Grace m'a demandé de lui dire qu'elle lui pardonne. Elle a 7 ans, elle est allongée sur un lit d'hôpital avec des brûlures au 3e degré, et elle lui pardonne. C'est la différence entre elle et la famille qui m'a élevé. Elle a choisi la grâce, vous avez choisi la cruauté. Et maintenant, vous allez mourir en sachant où chaque choix vous a mené. Le cœur de ma mère s'arrêta 3 heures après ma visite. Les infirmières dirent qu'elle avait semblé simplement abandonnée, son corps se rendant à l'inévitable. L'enquête se poursuivit pendant des mois. Les équipes de la police scientifique démantelèrent la maison de mes parents pièce par pièce, cherchant des preuves. Ils trouvèrent le système de diffusion dans l'unité de climatisation, un dispositif sophistiqué qui libérait le poison grâce à une minuterie, mais ils ne trouvèrent jamais qui l'avait installé, ni d'où provenait la toxine rare. L'implication du FBI fit de l'affaire une nouvelle nationale. L'agent spécial Ramirez, une spécialiste des poisons de Quantico, me briefa sur leur découverte lors d'une des séances de rééducation de Grace. La substance est dérivée d'une plante que l'on ne trouve que dans des régions côtières spécifiques d'Amérique centrale et des Caraïbes, expliqua-t-elle, la voix basse malgré la salle d'attente vide. C'est ce qu'on appelle l'extrait de mancenillier, combiné à un composé synthétique qui amplifie ses effets. Quiconque a fait cela possédait des connaissances avancées en chimie, et un accès à des matériaux extrêmement rares. À quel point rares? Seuls 3 laboratoires dans le monde sont autorisés à manipuler cet extrait de plantes particulier. 2 sont des centres de recherche, le 3e est une entreprise pharmaceutique qui développe des antidotes. Nous avons audité leur stock. Rien ne manque. Donc, ça venait d'ailleurs. L'agent Ramirez hocha la tête d'un air sombre. Du marché noir, très probablement. Mais même là, cela coûterait des centaines de milliers de dollars. Ce n'était pas un crime passionnel, Madame Coleman. C'était un contrat professionnel. Qui dépenserait autant d'argent pour tuer ma famille? Pourtant, au moment même où je posais la question, je pensais aux 3,000 spectateurs de la vidéo, à la propagation virale de l'agonie de Grace. Combien de parents avaient regardé cela avec horreur? Combien s'étaient dit, si quelqu'un faisait ça à mon enfant? C'est ce que nous essayons de déterminer. Votre sœur s'était fait des ennemis en ligne, elle avait fait des canulars aux mauvaises personnes, et en avait humilié d'autres pour son contenu. Mais ce niveau de réponse. Elle secoua la tête. C'est sans précédent. Le dispositif lui-même racontait une histoire de planification méticuleuse. Installé au moins une semaine avant l'empoisonnement, il avait été programmé pour libérer sa charge entre 8h30 et 9h le 28 décembre, ce qui correspondait à peu près au moment où Melissa avait lancé son direct la veille de Noël. S'agissait-il d'une intention délibérée ou d'une coïncidence? Cela restait flou. Quelqu'un voulait qu'il sache, dit doucement l'agent Ramirez. L'horaire n'était pas aléatoire. C'était un message. Les images de vidéosurveillance du quartier ne montraient rien d'inhabituel. Aucun véhicule étrange, aucune personne suspecte s'approchant de la maison. Quiconque avait installé le dispositif avait été invisible à ses professionnels pour contourner les caméras, les alarmes et les voisins curieux. Nous avons amélioré les images de la semaine précédente, continua Ramirez. Il y a une camionnette de service qui apparaît 2 fois. Une entreprise légitime, mais le visage du conducteur est toujours masqué, casquette, lunettes de soleil, masque de pandémie. Cela pourrait être une coïncidence, ou quelqu'un qui savait exactement où se trouvaient les caméras. Exactement. Nous avons interrogé l'entreprise de service. Il n'avait aucune intervention prévue pour cette adresse.
La camionnette a été volée dans leur entrepôt, et restituée avant que quiconque ne remarque sa disparition. La maison de mes parents était devenue un monument de scène de crime. Le ruban jaune flottait dans le vent d'hiver, tandis que des techniciens en combinaison de protection continuaient leur fouille méthodique. Les voisins rapportaient des détails étranges, une légère odeur sucrée les jours précédents, des insectes inhabituels se rassemblant sur la propriété, et des oiseaux qui évitaient totalement la zone. Le poison était élégant dans sa cruauté, admit l'agent Ramirez avec un détachement professionnel. Conçu pour causer un maximum de souffrance tout en gardant les victimes conscientes jusqu'à la fin. Celui qui a créé cela voulait qu'il sache exactement ce qui se passait, et pourquoi. Avez-vous des suspects? Demandai-je, bien que je puisse sentir qu'elle m'étudiait attentivement. Vous restez une personne d'intérêt malgré votre alibi. Les meurtres commandités ne nécessitent pas une présence physique. Elle marqua une pause. Mais vos finances sont propres. Aucun retrait important, aucune transaction en crypto-monnaie, aucun contact avec des intermédiaires connus. Soit vous êtes incroyablement sophistiquée, soit vous êtes innocente. J'étais avec ma fille, répétai-je pour la 100e fois. Je la regardais réapprendre à bouger, à faire confiance à nouveau, à croire que le monde n'est pas rempli de monstres qui blessent des enfants pour le divertissement. Je sais. Sa voix s'adoucit légèrement. Pour ce que ça vaut, j'ai des enfants moi aussi. J'ai vu la vidéo. Une partie de moi espère que nous ne résoudrons jamais cette affaire. Mais nous devons essayer. L'enquête s'étendit à l'international. Interpol s'impliqua, traquant les sources potentielles du poison. Le gouvernement du Pérou coopéra, fournissant les dossiers de tous ceux qui avaient accédé aux régions restreintes où pousse la plante. Chaque piste menait à une impasse. Soit la personne avait un alibi, soit elle était décédée depuis des années. Au bout de 3 mois, ils découvrirent quelque chose d'intéressant dans l'historique en ligne de Melissa. Elle avait reçu des menaces de mort, rien d'inhabituel pour une influenceuse qui cultivait la controverse. Mais l'une d'elles sortait du lot, envoyée par un compte anonyme 2 jours après Noël, tu respireras ton dernier souffle à 8h47. Nous avons tracé l'adresse IP à travers cette serveur mandataire sur 4 continents, me dit l'agent Ramirez lors d'un autre point. Quiconque a envoyé cela s'y connaît en cybersécurité, mais il voulait que nous trouvions ce message. Un autre petit caillou dans son jeu. Le FBI fit appel à sa meilleure unité de cybercriminalité. Ils disséquèrent l'empreinte numérique du message anonyme, analysant les habitudes de frappe, le choix des mots, et la sophistication technique. Leur conclusion, une personne hautement éduquée, avec un bagage médical ou scientifique, et ayant un intérêt personnel dans le crime. Cette personne a regardé votre fille brûler, dit brutalement Ramirez. Et elle a décidé que le système judiciaire ne suffirait pas, le détective assigné à l'affaire vint me voir pendant une séance de rééducation de Grèce. Le détective Morrison regardait ma fille lutter pour plier son bras cicatrisé, son visage figé par la détermination malgré la douleur évidente. Une gamine courageuse, commenta-t-il. Elle n'a pas le choix. Je gardais les yeux fixés sur Grèce. Le monde lui a appris très tôt que le courage, c'est la survie. À propos de l'affaire de votre famille. Il sortit un carnet. Je dois poser quelques questions. Je vous écoute. Avez-vous eu un contact avec eux après le réveillon de Noël? Seulement à travers leurs tentatives de messages, que j'ai documentées et remises à mon avocate. Je les ai bloqués partout où je pouvais. Aucun contact physique. Je ne me suis pas approché de leur maison. J'étais avec Grèce à chaque instant. Vérifier les registres de l'hôtel, les dossiers de l'hôpital, mes transactions par carte bancaire. Chaque seconde est justifiée. Le détective Morrison m'étudia attentivement. Quelqu'un voulait la mort de votre famille. Quelqu'un ayant accès à des poisons rares et des méthodes de diffusion sophistiquées. Ce n'est pas un crime passionnel. C'est une exécution. Alors vous devriez peut-être enquêter sur leurs autres ennemis. Melissa a torturé une enfant en direct sur Facebook. Mes parents l'ont permis. Combien d'autres personnes ont-ils blessé au fil des ans? Combien d'autres victimes se sont tues parce qu'il s'agissait de la famille? Il referma son carnet lentement. Le FBI est sur le coup maintenant. Poison international, commerce interétatique la totale. Mais entre vous et moi? Il jeta un nouveau regard à Grèce. Certaines affaires n'ont pas besoin d'être résolues. Parfois, la justice se manifeste en dehors du système. Je soutins son regard fermement. Je ne saurais rien vous dire à ce sujet.
Non, admit-il. Vous ne sauriez pas. Vous étiez ici avec votre fille, à être une bonne mère, à protéger ce qu'il reste à protéger. L'enquête finit par stagner. Faute de pistes, de témoins ou de preuves désignant un coupable spécifique, l'affaire se refroidit. Les médias passèrent à d'autres tragédies, et à d'autres méchants. Les décès de ma famille devinrent une note de bas de page, un conte moral sur le karma et les conséquences. Grace et moi avons déménagé à l'autre bout du pays, construisant de nouvelles vies loin des cendres de l'ancienne. Elle subit 4 autres opérations, chacune récupérant un morceau de ce que Mélissa lui avait volé. Ses cheveux repoussèrent lentement, couvrant les pires cicatrices. Les brûlures guérirent en plaques roses qui s'estomperaient avec le temps, sans jamais disparaître complètement. Les années passèrent. Grace devint une jeune femme remarquable, son expérience l'ayant forgée en quelqu'un de fort et de compatissant à la fois. Elle faisait du bénévolat dans les unités de grands brûlés, partageant son histoire avec d'autres jeunes victimes. Elle témoigna devant le Congrès au sujet de la maltraitance des enfants en ligne, ses mains cicatrisées restant stables alors qu'elle tenait le micro. Le rétablissement physique avait pris 5 ans, et 17 opérations chirurgicales pour réparer les dégâts, des greffes de peau prélevées sur ses cuisses et son dos, des procédures de reconstruction pour les zones les plus touchées, et des révisions de cicatrices pour restaurer sa mobilité. Chaque opération signifiait des semaines de convalescence, des cours manqués, et l'isolement par rapport à ses camarades qui ne comprenaient pas pourquoi elle était différente. Mais Grace ne se plaignit jamais. Elle nomma chacune de ses cicatrices comme de vieilles amies. La constellation sur son bras gauche devint Orion. La zone sur son cuir chevelu où les cheveux ne repousseraient jamais était la lune. Elle les portait ouvertement, refusant de se cacher sous des manches longues ou des perruques. Elles sont la preuve que j'ai survécu, me dit-elle un jour, alors qu'elle avait 12 ans et une sagesse dépassant son âge. Tata Mélissa a essayé de m'effacer, mais je suis toujours là. L'école avait été un champ de bataille à part entière. Les enfants pouvaient être cruels face à la différence, et les cicatrices de Grace faisaient d'elle une cible. Le premier jour de CE2, un garçon nommé Tommy l'avait pointé du doigt en riant, l'appelant Freddy Krueger. Grace l'avait regardé droit dans les yeux, et avait dit « J'ai survécu au fait qu'on me mette le feu, par quelqu'un qui était censé m'aimer. Quelle est la pire chose à laquelle toi tu as survécu ?» Au devoir de maths, marmonna Tommy. L'enseignante m'appela cet après-midi-là, non pas pour se plaindre, mais pour exprimer son émerveillement. Votre fille a plus de force que la plupart des adultes que je connais. Au collège, Grace avait trouvé sa voie. Elle créa un groupe de soutien pour les survivants de traumatismes des enfants ayant subi des abus, des accidents ou des maladies laissant des marques visibles. Ils se réunissaient dans notre salon tous les jeudis, partageant leurs histoires et leurs stratégies pour naviguer dans un monde qui valorise la perfection physique. Les cicatrices racontent des histoires, disait-elle aux plus jeunes. Les miennes disent, je suis plus forte que le feu. Que disent les vôtres? Le lycée apporta de nouveaux défis. Les rendez-vous amoureux semblaient impossibles, car chaque petit ami potentiel finirait par poser des questions sur ses cicatrices. Le premier garçon qui essaya de l'embrasser recula d'un bond quand sa main toucha le tissu surélevé sur son cou. Je la trouvai en pleurs ce soir-là, l'une des rares fois où elle laissa transparaître sa douleur. Pourquoi a-t-elle fait ça, maman? Vraiment, pourquoi? Pas la raison superficielle, mais au fond, qu'est-ce qui a rendu Tata Mélissa capable de blesser une enfant? Je me suis posé cette question 1000 fois, admis-je en la serrant contre moi. La seule réponse que j'ai trouvée, c'est que certaines personnes ont une noirceur intérieure qui se nourrit de la douleur des autres. Ta tante était l'une de ces personnes. Mes parents l'ont permis, peut-être même encouragé, mais leur noirceur ne diminue en rien ta lumière. Est-ce que tu penses qu'ils ont souffert? Demanda-t-elle doucement. Lorsqu'ils sont morts, j'ai choisi l'honnêteté. Les rapports ont dit que c'était une mort douloureuse. Le poison a affecté leur système nerveux. Tant mieux. Le mot sortit de façon dure, ne ressemblant pas à ma fille si compatissante. Puis, plus doucement, est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? D'être contente qu'ils aient souffert? Ça fait de toi un être humain. On peut être une bonne personne, et tout de même trouver justice dans les conséquences. On peut choisir la gentillesse, tout en reconnaissant que certains actes méritent une punition. Les dossiers d'inscription à l'université exigeaient des essais sur la manière de surmonter l'adversité. Grace écrivit sur l'apprentissage de la beauté dans l'imperfection, et sur le choix de la grâce, la vertu dont elle portait le nom plutôt que de l'amertume. La lettre d'acceptation de Harvard arriva début avril, pendant sa terminale.
Je vais étudier le droit, annonça-t-elle au dîner, spécifiquement les droits des victimes et la législation sur la criminalité en ligne. Aucun autre enfant ne devrait subir ce que j'ai vécu sans recours légal immédiat. L'affaire de ta tante a fait changer certaines lois, lui rappelai-je. La loi fédérale sur l'agression en direct a été renforcée avec des peines minimales obligatoires. On l'appelle la loi du réveillon de Noël dans les milieux juridiques. Ce n'est pas assez. Internet évolue plus vite que la législation. Je veux faire partie de la solution. Lors de sa première année à Harvard, elle rencontra David. Il étudiait la médecine, attiré par le traitement des brûlures pédiatriques après que son jeune frère eût survécu à un incendie domestique. Il ne voyait pas les cicatrices de Grace comme des défauts, mais comme des preuves de survie. La plupart des gens les voient et pensent victimes, lui dit-il. Moi, je les vois et je pense guerrières. Ils sortirent ensemble tout au long de l'université, leur relation étant bâtie sur une compréhension mutuelle du traumatisme et de la guérison. Quand David fit sa demande pendant leur dernière année, il le fit dans l'unité des Grands Brûlés où Grace était bénévole, entourée d'enfants dont elle avait touché la vie. Tu apprends aux gens que la beauté n'est pas superficielle, dit-il, agenouillé parmi les jouets et le matériel de dessin. Tu leur montres que la survie est une forme de perfection en soi. Veux-tu m'épouser? À travers tout cela, les questions sur ce matin de décembre persistaient. Le FBI avait réduit l'enquête active après 2 ans, mais l'affaire restait officiellement ouverte. Les théories proliféraient en ligne, tout y passait, de la justice privée au complot international. Un podcast de True Crime consacra 6 épisodes à l'analyse de l'empoisonnement, faisant appel à des experts qui s'émerveillaient de sa sophistication. Quiconque a fait cela, conclut l'animateur, possédait des ressources, des connaissances et une motivation qui le placent dans une catégorie d'élite de tueurs. Ils ont exécuté le crime parfait, ne laissant aucune trace, excepté le message lui-même, les actes ont des conséquences, même quand le système légal échoue. Je recevais parfois des lettres des messages anonymes me remerciant d'avoir élevé une fille si courageuse, ou exprimant leur satisfaction que la justice ait trouvé son chemin. Je les remettais au FBI, qui les ajoutait à un dossier qui ne serait jamais résolu. Grace fut diplômée de Harvard Law avec mention. Son discours de remise des diplômes, prononcé devant des milliers de personnes, était centré sur la transformation du traumatisme en objectif de vie. Elle se tenait au pupitre, ses cicatrices visibles sous les projecteurs, sa voix forte et claire. Il y a 11 ans, quelqu'un a essayé de m'effacer. Ils ont échoué. Non pas parce que j'étais plus forte que le feu, mais parce que l'amour est plus fort que la haine. L'amour de ma mère m'a tiré des flammes. Le dévouement des professionnels de santé a reconstruit mon corps. Le soutien d'une communauté a reconstruit mon esprit. Et quelque part, quelqu'un a décidé que ma douleur méritait justice, même s'il devait la rendre lui-même. Elle marqua une pause, laissant le poids de cette déclaration s'installer. Je ne prône pas la justice privée. Mais j'en comprends l'impulsion. Quand les systèmes échouent, quand la cruauté reste impunie, quand des enfants souffrent pour le divertissement des autres, le cœur humain crie pour que l'équilibre soit rétabli. Mon travail désormais est de renforcer ces systèmes, de m'assurer que personne d'autre ne ressente ce besoin désespéré de justice en dehors de la loi. Le doyen essuya des larmes alors que Grace concluait. À ceux qui portent des cicatrices, visibles ou cachées, vous n'êtes pas brisés. Vous n'êtes pas inférieurs. Vous êtes la preuve que l'humanité peut survivre à ses pires impulsions. Et à ceux qui infligent des cicatrices, souvenez-vous que l'univers a une manière d'équilibrer la balance, que ce soit par les tribunaux ou par des circonstances que nous ne comprendrons peut-être jamais totalement. La veille de son examen du barreau, elle me posa la question que j'avais toujours su qu'elle poserait. Est-ce que c'est toi qui les as tués, maman? Nous étions assises sur notre porche arrière, regardant le coucher du soleil peindre le ciel de nuances d'ambre et de rose. J'avais répété ma réponse pendant plus d'une décennie, mais les mots semblaient toujours inadéquats. J'étais avec toi à chaque instant, dis-je prudemment. Mon alibi est en béton. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve me liant à leur mort. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai croisé son regard. Ces mêmes yeux brillants qui m'avaient regardé à travers les flammes et la peur étaient désormais empreints d'une sagesse bien au-delà de ces années. Ce que j'ai fait, dis-je lentement, c'est survivre. Ce que j'ai fait, c'est te protéger. Ce que j'ai fait, c'est refuser de laisser leur cruauté définir nos vies. Tout le reste. Cela reste entre moi et les forces, quelles qu'elles soient, qui gouvernent la justice dans cet univers. Grace hocha la tête lentement. Tata Melissa m'a fait du mal.
Mamie et papy ont ri. Et puis ils sont morts dans la douleur. Ce sont les faits. Oui, ce sont les faits. Elle tendit la main et prit la mienne, ses doigts traçant les légères cicatrices que je portais toujours pour avoir éteint les flammes cette nuit-là. Je t'aime, maman. Je t'aime aussi, ma puce. Pour toujours. Nous sommes restés assises dans un silence confortable alors que la nuit tombait. Deux survivantes, liées par le traumatisme et le triomphe. Quelque part dans l'obscurité, les fantômes des Noëls passés s'attardaient, l'écho d'un rire transformé en hurlement, le souvenir de flammes qui avaient consumé bien plus que de la chair. Mais nous étions toujours là, nous respirions encore, choisissant toujours la grâce plutôt que la cruauté, l'amour plutôt que la vengeance. Et si la justice avait trouvé son propre chemin jusqu'à la porte de ma famille? Eh bien, certains mystères gagnent à ne jamais être résolus.